Bonjour à tous. Merci de votre présence au nom du board. Je vous remercie d'être fidèle à ce rendez-vous, allons dire mensuel, mais ce mois-ci, on a dû décaler un petit peu à cause du budget, à cause des débats, les journalistes étaient pris. Donc, on a vraiment envie que ça soit un rendez-vous, non seulement pour les gens de la profession, mais aussi pour les jeunes, les universitaires qui nous suivent. Merci encore d'être là. Merci Christina d'être là tous les mois. C'est une occasion en fait pour vous permettre de comprendre, mais aussi pour nous de partager avec vous et surtout pour nos intervenants. On essaye de diversifier et cette semaine, donc ce mois-ci, on a l'occasion d'avoir Michaela Seblin avec nous. Michaela, 30 ans dans la presse, plus de 30 ans dans la presse à Maurice, rédactrice en chef plus de 10 ans de 5+. Elle a été aussi rédactrice en chef du magazine Essentiel, que vous connaissez sûrement. Et elle a baigné dans les faits divers depuis ses débuts à l'avenue Saint-Palmier à Beaubassin. Donc aujourd'hui, d'ailleurs on a eu l'occasion d'en parler pour ceux qui étaient là la dernière fois avec Finlay. Donc la question des faits divers, aujourd'hui on ajoute aux faits divers l'éthique, quel traitement accordé aux faits divers dans nos journaux, comment cela a été dans le passé, comment c'est aujourd'hui, avec l'avènement des social media, comment aujourd'hui tout cela est répercuté. Donc on aura l'occasion de vous écouter, de parler, de commenter aussi, mais aussi de poser des questions à Michaela qui travaille justement le fonds de commerce de 5+, a toujours été les faits divers, et je pense que ce sera intéressant d'avoir son opinion sur tout ce qui se passe en ce moment. Il y a eu beaucoup de critiques, certes, par rapport au traitement ces derniers temps, par rapport aux faits divers dans les médias, souvent un peu maladroit par certains, je dirais, parce que cela ne venait pas de la presse traditionnelle ou professionnelle. Souvent, ça venait des blogueurs et des streamers sur les réseaux sociaux. Mais quoi qu'il en soit, nous aurons l'occasion d'avoir une bonne discussion. Merci encore une fois, Michaela, d'avoir accepté cette invitation du board du Mediatrust. Et merci de nous faire l'amitié d'être là ce matin pour pouvoir échanger avec nos journalistes et nos étudiants. Merci Jean-Luc. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'être là ce matin. Je vais mettre nos échanges sous un angle de partage. Effectivement, j'ai fait plus de 30 ans à 5+ maintenant. 5+, si vous connaissez tous le titre, c'est un journal, effectivement, qui a toujours, de tout temps, c'est un peu ancré dans notre ADN, c'est ancré dans notre histoire. Nous avons, de tout temps, donc, fait les histoires de faits divers. Peut-être d'abord au niveau du terme, c'est vrai que le fait divers, bon, c'est un terme qu'on connaît maintenant, tout le monde sait ce que c'est que les faits divers, mais pour moi, ça n'a jamais été divers, je veux dire, les faits divers. Donc le mot divers déjà, parce que ce ne sont pas des histoires diverses, ce ne sont pas. Quand nous parlons de faits divers, nous parlons de l'horreur, nous parlons souvent de crimes, nous parlons de viols, nous parlons de féminicides, nous parlons de toutes ces affaires qui au final ne sont pas si divers que ça. Mais effectivement, il y a aussi les faits, donc en revanche, nous restons très fidèles aux faits. Mais comme je dis, c'est un terme technique maintenant qui est entré dans les mœurs, etc. Donc, moi, ma première confrontation, donc je vais vous partager un peu mon expérience donc de ce que j'ai fait comme faits divers sur les grandes histoires sur lesquelles j'ai travaillé. Je travaille sur plusieurs histoires de faits divers, notamment la libération de Joyce Castellano et Joyce Castellano Bachar, pardon. J'ai travaillé sur l'incendie de l'Amicale, les 7 cadavres. J'ai travaillé sur la mort de Kaya, j'étais dans cette église-là, j'étais dans ce cimetière-là ce jour-là. En fait, j'ai travaillé sur plusieurs histoires comme ça. Le double viol de Sandra O'Reilly, je l'ai interviewé plusieurs fois avant son décès. J'ai aussi été en cours pour son procès, etc. Mais ma toute première confrontation avec le fait divers, je pense que les journalistes qui sont là, chacun se souvient de ses premières histoires. Donc pour ma part, c'était une jeune fille qui était décédée, qui avait 14 ans, et 14-15 ans. Et puis à l'époque, bon, maintenant le terme est resté, ses parents accusaient un peu les autorités de santé de négligence médicale.
Donc, et bon, j'ai été là-bas ce jour-là avec, comme on appelle, un senior journaliste qui m'a pris par la main, qui m'a guidé, etc. Et tout de suite, en voyant ce qui se passait, en voyant toute cette révolte de cette famille, toutes ces questions, j'ai compris que le fait divers, en fait, pourrait faire progresser quelque part par la suite notre société. Pas toujours, parce que bon, nous avons parfois des petits faits divers, mais ce fait divers-là, par la suite, cette jeune fille qui était décédée, et à l'époque, on commençait à ce moment-là d'avoir le terme négligence médicale alléguée. Donc par la suite, nous avons fait plusieurs histoires d'enfants qui étaient atteints d'insuffisance rénale, parce que c'était son cas. Et ensuite, donc, il y a eu une prise de conscience, il y a eu des règles qui ont changé. Par exemple, tous ces accès que nous avons aujourd'hui au niveau des dialyses, ce n'était pas vraiment le cas à cette époque-là. Donc, on mettait vraiment le doigt dessus et je me souviens très bien par la suite, j'ai fait plusieurs enquêtes qui s'en sont suivies, donc à cette époque-là. Donc, c'est une des histoires qui, pour moi, peut faire progresser. C'est aussi le cas concernant les viols, je dirais, parce que la libération de la parole, il fut un temps où les présumées victimes ne parlaient pas. Ensuite, donc, quand il y a eu toute cette affaire de Sandra O'Reilly, etc., toutes ces marches qui s'en sont suivies, je pense que souvent le fait divers nous donne cette indication, nous remet en perspective tous ces dysfonctionnements un peu de notre société, et qui peut aussi amener déjà à mesurer un peu la mentalité, parce que ce soit au niveau des féminicides, au niveau des viols, même le terme féminicide par exemple, c'était pas un terme qui était connu, hein, maintenant on s'en sert, avant on parlait de crimes passionnels, de drames conjugaux, etc. Aujourd'hui c'est entré dans les mœurs pour dire ben non, c'est plus que ça, ce n'est pas un crime passionnel, c'est un féminicide. Donc tout ça, pour moi, le fait divers fait sens quand il débute sur, quand il influe donc sur des décisions par la suite des autorités qui peuvent faire progresser, parce que ce soit au niveau des enfants, par exemple avec le Children's Act maintenant, que ce soit pour les femmes, comme je dis, donc tout ça a fait quelque part progresser, avancer, donner des indications, mais ça peut aussi, comment dire, donner aussi une manière de voir au niveau de nos mentalités. J'étais en cours pour le procès de Sandra O'Reilly et jusqu'à maintenant, c'est resté dans ma tête quand, par exemple, il y a eu un des parents des suspects, alors qu'on était en cours pour ce procès-là. C'était le deuxième viol, ceux qui s'en souviennent, donc Sandra avait été victime de 2 viols. C'était pour le deuxième viol, donc, et puis il y a un des parents des suspects comme ça qui se lève alors qu'on est en cours, tout le monde attend, il y a une intensité, une ambiance un peu difficile. Et puis il se lève, il dit ces hommes pas violés, qui s'en a pour violer. Donc c'était quelque chose qui m'était resté. D'ailleurs, j'en avais fait un papier d'opinion par la suite à cette époque-là. Donc les faits divers, ça nous donne aussi pour moi, ça témoigne de cette mentalité-là, parce que ça nous ramène à nous-mêmes, à l'humain, aux émotions, c'est vrai, à tout ce qui est parfois sordide, scabreux, tout ce qu'on veut, mais ça nous confronte aussi à ce que l'humain pense de lui-même, à ce qu'il projette comme image, donc, enfin bref, donc il y a ce côté-là. Et puis bon, bien sûr, ça peut déboucher sur, comme je dis, ça peut faire prendre conscience de toute la solidarité qui peut avoir lieu au niveau des marches, au niveau de tout ça là. Et je brosse le tableau, après on va peut-être en parler par la suite. Pour moi aussi, le fait divers, ça peut être intimement lié à notre histoire. L'affaire Kaya, par exemple, je parle du chanteur, pas de Kisnen. Et donc, l'affaire Kaya, tout ce qui a eu lieu par la suite, donc ça, c'est un événement qui est intimement lié à notre histoire. Donc, un fait divers, un chanteur qui est décédé en prison au départ, un acte plutôt isolé, on va dire, mais qui par la suite, avec toutes ses répercussions sociétales, économiques, politiques, donc qui peut amener à ça. Il y a le côté positif, il y a aussi le côté négatif aussi. Je me souviens aussi d'un autre fait divers sur lequel on avait travaillé à 5+, qui était une femme qui voulait parler publiquement de sa séropositivité. Et donc, elle voulait parler publiquement. Bonjour, je laisse
Personne Asseyez-vous. s'installer. Allez. Bonjour à tous. Allez, Rad, on avait déjà commencé, donc je vais continuer parce que je donnais quelques exemples comme ça sur les faits divers où ça peut être positif par la suite ou ça peut. Donc je parlais donc de cette jeune femme qui, ben voilà, voulait parler publiquement. Donc on avait fait la une à 5+. Quand elle en avait parlé, mais malheureusement, par exemple, son propriétaire l'a chassé de sa maison, toute sa région était au courant, donc finalement ça a eu un revers alors que ça partait d'une bonne intention et que nous, on pensait vraiment que ça allait faire progresser. Mais on a eu des réflexions du style si elle se faisait piquer par une moustique et les autres aussi allaient se faire piquer. Enfin, c'était complètement surréaliste alors qu'on était, je pense, fin 2004-2005 où on avait suffisamment d'informations pour savoir que le sida ne s'attrapait pas de cette façon-là. Mais n'empêche, ce fait divers-là, voilà, d'ailleurs je me souviens, j'avais fait un texte d'opinion dessus pour intitulé Maligner les moustiques parce que les gens pensaient que les moustiques, ils pouvaient attraper le sida à travers les moustiques. Donc je brosse un tableau général comme ça sur les faits divers où ça peut, parfois un petit fait divers, ça ne fait pas directement fait de société, ça peut ne sur rien déboucher, hein, un petit accident qui sans gravité, qui est qui n'a pas de victime, qui a rien du tout. Bon ben c'est plutôt banal on va dire, mais un accident, un fait divers où il y a à chaque fois le même accident se répète dans la même rue tout le temps, on voit bien qu'il y a un problème par rapport à ça et on peut nous à ce moment-là peut-être influer sur les autorités parce qu'il faut qu'on dénonce, parce que c'est notre travail, révéler, dire, etc. Et donc voilà grosso modo. Bon après je travaille sur plein de faits divers, beaucoup d'autres faits divers. Là je vous ai cité ceux qui sont peut-être un peu les plus marquants si on veut. Jean-Luc disait ce qui a changé dans le temps et aujourd'hui. C'est vrai que moi, comme je dis, je viens d'un journal où je ne sais pas ceux qui étaient là pour finir sa laisse, mais je pense qu'il a dû le dire. À l'époque, on faisait des histoires, mais vraiment des reportages fleuves, on pouvait faire 5 pages sur un fait divers, alors qu'aujourd'hui, l'ensemble des faits divers de 5+, se résume souvent sur 4 pages. Je veux dire 4 pages sur 68 pages, sur 72 pages, ce qui n'est pas énorme. Or, à l'époque, c'était, comme je dis, il y avait un crime, on investissait la région et voilà, donc ce qui a changé peut-être par rapport, bien sûr, aussi maintenant avec toutes ces plateformes que nous avons, ça aussi c'est un autre changement qui nous fait revoir un peu la manière dont nous traitons les faits divers. Je pourrais continuer, mais je préfère te laisser. Peut-être une première question pour lancer la discussion. C'est un genre journalistique qui a été pendant longtemps snobé. La grande presse mauricienne évitait de mettre en une un fait divers parce que ça ne faisait pas donc bon chic, bon genre. C'était réservé à 5+, au défi plus encore donc à cette époque-là. Et aujourd'hui, on réalise que TF1 ouvre son journal télévisé avec un fait divers. On en voit sur CNN, on en voit partout. Et je veux dire qu'il y a eu quand même du chemin parcouru. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est peut-être cette question que le fait divers peut emmener un changement de la société. Aujourd'hui, quand on regarde les journaux, on a un sentiment, on a le feeling de ce qui se passe réellement dans la société. Comment toi, tu as vécu justement cette métamorphose? Absolument. Je me souviens très bien, une fois, j'étais dans le bureau d'un grand avocat et il m'a dit, tu te rends compte que l'Express met en une aujourd'hui une prostituée qui a été tuée? Non, mais l'Express, quoi, la grande presse. Parce que pour lui, c'était inadmissible qu'on en parle. Mais pourtant, c'était un drame, c'était une jeune femme, elle était prostituée, elle a été tuée, c'était un crime, un féminicide qu'il fallait absolument dénoncer. Et pour ma part, c'était normal aussi que la grande presse le fasse, je veux dire. Mais c'est vrai ce que tu dis, dans la tête de beaucoup de personnes, nous-mêmes à 5+, souvent, on était un peu regardés de haut parce qu'on nous qualifiait de journal palabre.
On a un fait divers, ça m'a fait diverser, ça, de toute façon. Et puis, il y a aussi cette image erronée que le fait divers est facile. Or, le fait divers n'est jamais facile. Le fait divers n'est pas facile. Et je dis ça aux jeunes journalistes qui sont chez nous, qui arrivent, qui débarquent dans la rédaction. Je dis, le jour où tu peux partir de toi-même, toute seule ou tout seul, sur un terrain de fait divers, à essayer de parler avec la maman qui vient de perdre son enfant. Parce que le fait divers, il implique tout ça. Donc, il implique l'interview, il implique le micro-trottoir, où tu vas devoir aller voir les voisins. Il implique le portrait, parce que c'est très délicat de faire le portrait de la victime. Donc, il implique le reportage, où tu vas utiliser tes 5 sens, tu vas sentir, toutes tes émotions qui sont là. Il implique toi-même, tu es confronté à la mort de cet enfant-là. Ton humanité en toi, comment est-ce que tu abordes? Donc, le jour où on peut le faire, je pense, moi, et j'ai souvent vu, j'ai souvent entendu, j'ai souvent moi-même été victime de ça, où effectivement des confrères qui font par exemple la rubrique politique ou d'autres rubriques, nous regardent de haut, pensent que ben, c'est facile, ça m'a là, tu connais, c'est des gains de mots, je te mettais, on a vendu. Or, ce n'est pas ça le fait divers. Ce n'est pas arriver chez quelqu'un où on nous attend, on nous dit c'est bon, on va vous parler là de notre fils qui est décédé hier soir. Voici l'album de photos. Non, ce n'est pas ça. C'est notre empathie, c'est notre humanité, c'est cette humilité-là, c'est la capacité de se mettre derrière l'histoire, c'est de regarder de loin. Des funérailles, c'est très difficile d'aller à des funérailles. Et pourtant, nous le faisons régulièrement parce que c'est là où nous recueillons aussi des informations pour les faits divers. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est aussi simple qu'on le pense. Alors, justement, je rentre dans l'aspect l'éthique de notre thématique, l'éthique et les faits divers, dans ce que tu as expliqué. Allons dire que pour la presse écrite, dans le temps et aujourd'hui aussi, les journalistes avaient la possibilité de choisir et de ne pas tout montrer. Aujourd'hui, la différence, c'est que c'est en direct. C'est en direct. Souvent, certains maladroitement montrent, par exemple, la dépouille sur son lit de mort, le défunt allonge son lit de mort. Quelle est ta réaction par rapport au fait qu'aujourd'hui, on vient dire qu'il faut revoir tout cela? Il ne faut pas montrer les larmes, il ne faut pas montrer donc, la tristesse, la douleur donc, d'une mère. Si je reprends l'exemple d'une mère éplorée, donc ne pas la faire parler à la radio ou encore la montrer sur les réseaux. Donc, quelle approche adopter par rapport à ça? Alors, dans le temps, j'ai travaillé aussi sur la capture de Rajan Sabapathy. Peut-être les anciens vont se remémorer de cet épisode de ce qui s'est passé. Et je me souviens à l'époque, 5+, on avait fait la une avec carrément le cadavre, le visage de Sabapathy, comme ça, full cover. Mais c'est quelque chose qu'on ne ferait jamais aujourd'hui. Ça, c'est clair et net, on ne ferait pas ça à 5+ aujourd'hui. Parce que dans le temps aussi, c'est vrai qu'on travaillait dans une espèce de vacuum, mais il n'y avait pas que sur le plan local, sur le plan international, c'était un peu la même chose. En France, il y avait l'affaire Grégory, où par exemple, pareil, il y avait le protagoniste de cette affaire, le nom m'échappe, et qui était pareil, qui était mort, et puis qu'on avait pareil mis en full cover. Donc on était dans une espèce de vacuum où il n'y avait pas tout ce qui est code de déontologie. Je me souviens aussi d'une autre une à 5+, on avait mis la victime d'un accident. C'est des choses qu'aujourd'hui on ne ferait pas, parce qu'entre-temps, effectivement, on a évolué. Nous, à la Sentinelle, nous avons un code de déontologie qu'on respecte. Et encore que parfois le code de déontologie aussi, je vais revenir à ta question, mais c'est juste pour faire une parenthèse pour dire, par exemple, chez nous, le code de déontologie nous dicte de ne pas travailler sur les suicides. Je bascule tout de suite sur l'histoire de Kisnen maintenant, qui au départ, c'est un suicide. Donc nous, quand on a au départ l'histoire, notre code de déontologie nous interdit de parler de ça. C'est un suicide. Par la suite, après on a réalisé tout ce qui s'en est suivi, donc on a fait par la suite toutes ces histoires-là. Donc pour revenir à ce que tu dis, nous à 5+, on a toujours été voir la famille, peut-être dans la manière de faire, dans la façon d'aller demander. Nous avons une chance
à 5+, de venir dimanche, donc on vient après, mais c'est aussi un handicap pour nous, parce qu'on vient après toute la presse. Donc, ce qui fait que pour nous, il faut toujours avoir de la valeur ajoutée, ce qui fait qu'on va tout le temps, même si on va refaire l'histoire qui est sortie, par exemple, je ne sais pas, une histoire qui est sortie en début de semaine, mais qu'on voit que c'est le fait divers de la semaine, on va définitivement revenir en une avec ça. Au niveau des larmes, au niveau des personnes qui sont déplorées, si on a demandé la permission et que la personne accepte, nous n'avons pas de souci par rapport à ça. Je veux dire, tout est consentement, s'il y a le consentement de la personne. Dans le temps, on n'était pas obligé de dévoiler parce qu'on ne nous disait pas. Aujourd'hui, nous avons un code de déontologie qui nous dit que dès que tu arrives là-bas, il faut que tu dises que tu es journaliste, tu travailles pour ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu vas faire un reportage là, par rapport à cette mort-là, et dès que tu arrives, tu demandes à la famille si c'est possible. Maintenant, tu peux être chassé, ce qui arrive parfois. La famille peut te dire c'est un moment privé pour nous, on ne veut pas. Tout comme la famille peut accepter. À partir du moment que la famille accepte, je veux dire, après, bien sûr, nous débarquons sur ces lieux où nous savons nous-mêmes, c'est délicat, c'est difficile. Il y a une personne qui est décédée, il y a une maman qui est là. Si elle accepte de parler, oui, parce que souvent, ça parle de dénoncer aussi, hein, de ce qui s'est passé, ça parle d'une prise de conscience aussi. Oui, on va témoigner pour une prise de conscience. Oui, on va témoigner pour dire qu'il faut faire attention à ça. C'est souvent aussi, ça arrive. Donc, s'il y a un consentement dès le départ, que les personnes acceptent qu'on fasse ces photos ou qu'on les interviewe, je ne vois pas où est le problème, où sont les difficultés, je veux dire. Tout est une histoire de consentement, selon moi. Donc, après, évidemment, nous savons que les funérailles, c'est délicat. Devant l'église, on se voit mal aller demander à quelqu'un raconte-nous ton fils, etc. On le fait peut-être déjà en amont chez la personne la veille, ou comme je dis tout le temps, nous à 5+, on a une chance, mais c'est aussi un handicap quand ça arrive en fin de semaine. Mais notre chance, souvent, c'est aller, on laisse passer les funérailles, on laisse passer tout ça, on va chez la famille par la suite, ils sont à tête reposée. Là, on sait qu'on ne va pas voler un peu leur vulnérabilité, peut-être. Ils seront plus aptes et tout. Parfois, ça joue contre nous aussi. Hein. Parfois, la famille ne veut pas et puis on accepte. Parce que c'est comme ça. La famille ne veut pas témoigner, la famille ne souhaite pas le dire. Après, c'est aussi une question du journaliste et de la journaliste qui est sur le terrain aussi. Parce que comme je dis, le fait divers, ça te confronte à toi-même, souvent à ton humanité. Il y avait l'histoire de cette petite fille-là qui a été heurtée par son grand-père, une histoire qui est très dure, etc., etc. Nous avons une journaliste qui était sur le terrain. Donc, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et elle a fait sa route, elle est partie jusqu'à Flac, il me semble, et puis elle m'a téléphoné, elle m'a dit, tu sais, le grand-père était seul dans la maison et je n'ai pas pu l'interroger. Je lui ai dit, ah bon, pourquoi? Elle me dit, j'ai pas pu parce que si tu voyais cette détresse sur son visage, tu ne l'interrogerais pas. Et il ne parlera pas chez nous. Et elle me dit tout, il parlera sûrement ailleurs, ou d'autres journalistes l'auront dans d'autres circonstances, mais peut-être pas chez nous. Donc c'était confronté à son humanité, elle a jugé sur place, elle a eu son ressenti. Est-ce que c'est une erreur? Non, je ne pense pas. Donc ça parle d'une éthique plutôt personnelle. Par la suite, cette maman aussi nous avait demandé, je crois que la photo de la petite fille était déjà sortie ailleurs, mais quand nous, on l'avait interrogée, elle nous a dit, un membre de la famille va parler, mais elle ne souhaite pas revoir encore, parce que c'était déjà sorti, donc il me semble que c'est le défi de la veille, et elle ne souhaitait pas voir dimanche la photo. Elle dit, vous pouvez faire l'histoire, oui, mais pas la photo. Donc ce qu'on a fait, on a respecté encore une fois. On ne s'est pas dit que ouais, c'est sorti déjà ailleurs, pourquoi est-ce que là on ne peut pas nous... Non, c'est le ressenti d'une mère, c'est... Donc voilà, pour revenir à ta question, donc pour nous, si les personnes sont d'accord, si les parents des victimes sont d'accord, nous faisons les histoires, nous les racontons, parce que nous racontons des vérités, parce que nous
faisons notre travail, qui est de dénoncer, qui est de révéler, qui est de... Et puis, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas dans une société aseptisée. Hein. Le fait divers, ça nous montre tout ça. Donc, imaginons qu'on n'avait pas du tout de journalistes de faits divers. Je ne sais pas, genre, on n'avait que la politique, que l'international, que la culture, les arts, etc. Mais ce ne serait pas l'image de notre société. Parce que tous les jours, tout ce qu'on voit au niveau des drogues actuellement, est-ce que ce ne sont pas des faits divers? Toutes ces victimes de drogue, est-ce que ce ne sont pas au début des faits divers qui vont par la suite provoquer des réflexions en nous, qui vont déboucher sur qui vont influer sûrement sur les autorités pour faire passer telle loi, etc. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Après, on peut discuter, hein. Mais justement, je vais ouvrir la discussion. Si vous avez, enfin, pas si vous avez, vous devez avoir beaucoup de questions, j'imagine. Donc, au public, à nos amis jeunes, apprenants, journalistes et journalistes. Peut-être je vais lancer le débat. Allez, vas-y. C'est politiquement correct au niveau des faits divers. Ça ne vous gêne pas dans la presse plus d'être politiquement correct? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par politiquement correct? Donc, comme tu as expliqué, on ne peut pas faire certaines choses si ce ne faisait pas dans le passé. Parce que ma soeur travaillait aussi à Saint-Plus. Oui. Elle vendait des journaux. Elle voyait ça. Donc, comment ce changement-là vient purifier un peu ces faits divers-là qu'on est dans le politiquement correct? Non, est-ce que tu penses qu'on est dans le politiquement correct, tu veux dire? Oui, parfois quand je lis des articles, oui, moi je dis, moi-même me dit, on pourrait aller un petit peu plus, savoir un petit peu plus. Pas assez trash. Hein? Pas assez trash. Voilà. C'est une opinion, peut-être, effectivement. C'est pas du tout dans notre angle. Comme je dis, pour nous, c'est le côté, il faut qu'on soit bien rigoureux, il faut qu'on soit bien responsable, il faut qu'on raconte... Parfois, moi, parce que je suis première lectrice des faits divers chez moi, donc avec la chef d'édition, on est les deux premières lectrices. Et parfois, même nous, quand on voit des détails, on dit, mais il y a trop de détails là-dedans, donc on va, parce qu'au début, c'est l'intérêt public, on travaille pour l'intérêt public, on est au serviteur, mais on n'a pas ce besoin d'aller plus, parce qu'un fait divers en lui-même, il est trash, hein. Nous parlons là des histoires sordides, nous parlons des spectacles d'horreur. Au départ, l'histoire elle-même, elle n'est pas banale, elle n'est pas facile au départ. Nous parlons de crimes, nous parlons de personnes qui sont mortes. Non, tu penses qu'on devrait aller un peu plus loin dans le côté? Je vais peut-être rebondir. Je vais rebondir pour une question. Souvent, on accuse justement les journaux qui font les faits divers d'être sensationnalisme dans leur traitement. Là, la question, c'est pas assez. Et donc, on parle beaucoup les élèves en journalisme doivent savoir ça, il y a le journalisme. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu une responsabilisation avec les années? Est-ce que le code de déontologie est beaucoup plus appliqué? Est-ce qu'on a le sentiment aujourd'hui que on ne veut, parce qu'il fut un temps, on taguait les journaux pour faire vendre, on allait mettre tout pour que les Mauriciens, voyeurs de nature, mais hypocrites aussi à suer, qui viendront dire par la suite, ils ont déjà lu qu'il ne fallait pas mettre ça. Mais est-ce que c'est ça qui a donné ce sens de responsabilité aux journaux? Oui, absolument. Je pense qu'il y a une grande prise de conscience aujourd'hui. Je pense qu'on est en 2024 quand même, qu'on n'a pas besoin d'aller dans ce côté trash. Je pense que définitivement le code de déontologie nous dicte ce que nous devons faire. Et moi, je crois qu'il est bon qu'il soit comme ça, qu'il est bon qu'on ait cette responsabilité-là. Dans le temps, je me souviens, je travaillais sur un fait divers et on n'avait pas de code de déontologie, rien. Donc, l'histoire, c'était un Mauricien qui est en Italie, qui a tué sa femme là-bas. Comment on l'a su? On a eu un extrait de journaux de l'Italie et j'ai été voir un professeur de langue italien qui m'a traduit l'histoire, qui m'a dit oui, effectivement, c'est ça. Donc, cette personne-là habite dans telle région de Maurice, etc. Il était venu en Italie pour ça. Enfin, bref.
Et puis, donc moi, je suis journaliste de faits divers, je vais chez les parents, je vais chez la maman de cette personne-là, et puis je débarque là-bas, et puis je réalise que personne n'est au courant de ça. Donc, et puis moi, je ne veux pas dire à la maman que son fils, il a tué en Italie. Je suis confrontée à ça, mais en revanche, j'ai quand même le courage de lui dire de me donner des photos de son enfant, que je prends, que j'emmène à la rédaction, que je discute avec la rédaction en chef, qui me dit oui, c'est pas grave, on va passer l'histoire et tout, etc., qu'on a passé. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne ferait jamais. On ne peut pas comme ça. Et je veux dire, je parle d'une histoire datée de 30 ans, hein, et je ne fais pas parce qu'on était dans un vacuum, comme on dit. Donc, mais aujourd'hui, et je pense qu'il est bon aujourd'hui qu'on ne fait pas ce genre de choses. Qu'une maman ne découvre pas comme ça sur 5+, ce butine, tu y a ce femme en Italie. Je veux dire, non, il faut qu'on soit, pour moi, il faut qu'on soit davantage responsable. Mais par rapport aux journaux traditionnels, aux journaux classiques, nous revendiquons ça, nous disons qu'on fait du journalisme à l'ancienne, chez nous c'est un peu, voilà, notre école, etc. Mais nous voyons quand même que, contrairement à nous, il y a d'autres plateformes qui, eux, ils vont aller dans pas nécessairement les journaux classiques comme je dis, mais des internautes qui vont... Eux, ils n'ont pas de filet, hein, ils n'ont pas de code, ils exposent les personnes comme ça. Et peut-être que les gens aiment ça, je ne sais pas. Mais ce n'est pas du journalisme qui, à mon sens, devrait être pratiqué pour moi aujourd'hui. Merci. Question? Non. L'avènement des journalismes citoyens, on quitte un peu la presse écrite pour venir plus ce qu'on voit aujourd'hui sur le web et que tout le monde voit. Donc déjà le terme journalisme et citoyen, est-ce qu'ils ne font pas bon ménage, mais aujourd'hui c'est un peu ça qui est, allons dire, critiqué par le public, c'est-à-dire que la manière de traiter ces informations, je me souviens donc d'une image qui m'est restée vraiment dans la tête, une mère et son enfant posés sur elle, sur son lit de mort. Donc que la presse traditionnelle n'avait pas publié, mais qu'un streamliner donc s'est permis donc de publier. Aujourd'hui, il y a quand même un amalgame entre la presse traditionnelle et ceux qui s'essayent sur les réseaux. Donc, comment corriger tout cela vis-à-vis du public? Parce qu'aujourd'hui, pour le public, quand c'est sur Facebook, journaliste qui ne dit. Donc, quand c'est publié, c'est un journaliste forcément qui dit. Comment réconcilier tout cela? D'abord, le terme journaliste citoyen, bon, c'est vrai que maintenant, on parle beaucoup de ça. Mais je veux dire... on n'aurait pas aidé à dire un avocat citoyen, par exemple, même si on maîtrise beaucoup les lois, etc., et tout ça là. On n'aurait pas aidé à nommer des autres professions, je ne sais pas moi, architecte citoyenne. Moi, j'adore, par exemple, tout ce qui est déco intérieur, tout ça là. Mais je n'aurais jamais aidé à me considérer comme architecte citoyenne, disons. Je veux dire... Le journalisme, il a aussi ses règles, il doit apprendre, c'est un apprentissage, on va à l'université pour ça, on va faire 3 ans d'études, on va apprendre toutes les règles de base, et puis il y a quelqu'un qui est sur Internet et qui se déclare journaliste citoyen. Après, je ne sais pas, chacun fait ce qu'il veut, je veux dire, mais il faut savoir que le journalisme, avant tout, c'est un métier, il faut apprendre, il faut connaître les règles, il faut connaître la déontologie, il faut connaître l'éthique, le sens d'éthique. Il faut apprendre les genres journalistiques, il faut apprendre l'écriture, il faut apprendre ce que c'est qu'un chapeau, un texte, etc., etc. Donc, c'est tout un métier, c'est tout un art d'apprendre cet apprentissage. Donc, par rapport aux journalistes citoyens. Maintenant, effectivement, nous sommes confrontés à ça, mais c'est là où peut-être les médias traditionnels deviennent encore plus importants, je veux dire, paradoxalement, parce que le public, c'est lui. Que la vraie information, le côté rigoureux, tout ce qui est vérifiable, tout ce qui est information vérifiable, vérifiée, saucée, bien saucée, pas seulement une source, 2 sources, 3 sources, seront dans les journaux classiques, plutôt traditionnels,
Nous, on ne mettrait jamais, par exemple, définitivement, et je ne pense pas dans aucun autre journal, si les journalistes, on ne ferait ça. Donc, c'est là aussi où notre travail devient encore plus important, parce que dans tout ce magma d'informations qu'on donne au public, il faut qu'il ait l'information juste, l'information responsable, l'information rigoureuse, les faits, toujours les faits, rester. Et ça, c'est le côté trash que tu cherchais peut-être. Mais moi, je ne les regarde même pas, ce genre de poste, je veux dire. Et nous-mêmes, toi-même, tu reçois toutes ces photos qui passent. Même moi, sur mes réseaux internes de ma rédaction, je leur ai dit de ne pas envoyer ce genre de photos, de demander d'abord, de dire qu'on a ce genre de photos. Maintenant, s'il y en a, parce que souvent, quand on a des cadavres, quand on reçoit ce genre de photos, je dis maintenant, si c'est pour éclairer quelqu'un, un journaliste qui va travailler dessus, s'il a envie. Mais même nous, sur nos réseaux internes, j'interdis de passer ce genre de photos-là. Je n'ai pas envie, je me lève le matin, j'ai ce genre de photos-là sur mon téléphone, non. Donc, je pense qu'au contraire, le fait d'avoir parfois ces dérives, tous ces travers, nous rendent encore plus responsables, nous, journalistes qu'on dit traditionnels, nous, la presse écrite qui, semble-t-il, est en train de mourir. Non, nous confronte à notre responsabilité. Et moi, je revendique mon côté old school, mon côté, je revendique ça. Voilà. Vas-y. D'après notre expérience personnelle, quelles sont les meilleures pratiques pour assurer la transparence et la responsabilité journalistique dans le traitement des faits divers? Quels sont les meilleures pratiques pour assurer la transparence et la responsabilité? D'accord. Déjà, nous, jusqu'à maintenant, nous allons toujours sur le terrain. Nous essayons de ne pas travailler au téléphone. Bien sûr que peut-être qu'il y a une urgence dans d'autres médias qui font qu'ils n'ont pas le temps. Nous faisons toujours en sorte d'être sur le terrain, d'y aller, de confronter ce qu'on a eu au téléphone comme information et de partir vérifier ces faits-là. C'est après vérification et puis, bien sûr, les sources, la police, etc., etc. Mais même cette confrontation du terrain peut parfois nous induire en erreur. Je vous donne un exemple. Et il y a 2 semaines de cela, donc j'ai un de mes journalistes qui me dit, donc il y a une femme qui est décédée, les parents de la dame soupçonnent un meurtre. Donc la femme de 30 ans, je ne sais plus, je ne me rappelle plus de son nom, enfin bref. Et il me dit, tu sais, les parents de la femme sont adamants, hein, c'est un meurtre, etc., etc. Donc, bien sûr, il va sur le terrain, il va rencontrer les parents, etc. Et puis, le rapport médical. Ben, le rapport médical, mort naturelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre d'informations? C'est mort naturelle. Maintenant, je lui dis, bon, bien sûr, on va chercher le mari qui supposément a tué cette femme. Et là, le mari lui raconte une histoire larmoyante, comment sa femme est tombée, elle a chuté ce jour-là, comment elle était là, comment elle lui a donné une orange à manger, comment elle donnait de l'eau, elle donnait des oranges, elle donnait de l'eau, tout ça là et tout, etc., etc. Et nous avons un rapport qu'on ne peut pas aller à l'encontre du rapport médical. C'est un médecin légiste qui a signé le rapport pour venir nous dire que c'est un... Voilà. Donc... Et nous, donc, c'était une des histoires qui était un peu en compétition, en concurrence pour les unes. Mais quand on a un rapport comme ça, on se dit, bon, on ne va pas prendre ce risque-là pour monter cette histoire-là en une, parce que si ça se trouve, c'est une mort naturelle, et etc. Sauf qu'une semaine plus tard, on voit que la police a arrêté le gars qui a avoué qu'effectivement, il a tué sa femme, il l'a étouffée avec un oreiller. Donc, tout ce qu'il nous a raconté, le journaliste a été le voir. Tout ce qu'il nous avait raconté était en fait un tissu de mensonges. Donc, c'est dire que c'était très tricky. Et c'est pour dire que, et c'est ça notre responsabilité, en fait. Je veux dire, un internaute peut, je ne sais pas, publier cette histoire-là sans vérification, sans... Et nous, on avait été voir, on avait fait cette enquête de voisinage où effectivement la femme était battue. Et c'était vrai. Mais il n'y avait aucune
possibilité, avec le rapport, de suspecter un rapport. C'est encore une fois un peu comme l'affaire Kisnen, qu'on ne devrait pas normalement remettre en doute une enquête de la police où la police vient de dire que c'est un suicide. Donc voilà. Alors, les bonnes pratiques, comme tu as demandé, donc c'est d'aller sur le terrain, de confronter, d'avoir des sources policières, d'avoir vu ce papa qui finalement était en une chez nous la semaine dernière parce que bon, à juste titre, parce qu'il nous a dit si mon parti insistait comme ça, hein, parti pour qu'on la vérité dans la maman enfants et c'était vrai. Mais voilà. Et puis comme je dis, on fait aussi confiance à nos journalistes. Le journaliste ressent ça, il est sur le terrain, c'est lui qui est là-bas, c'est lui qui me dit que on a un rapport là qui est noir sur blanc, on ne peut pas aller à l'encontre de ce rapport-là, donc voilà, c'est toujours aller sur le terrain, remonter à la source, et souvent aussi quand on fait ça, un fait divers n'est jamais un fait divers isolé en fin de compte. Un fait divers traduit, nous donne une image de notre pays, nous donne à voir ce qu'on ne sait pas. Il y a 2-3 semaines, l'histoire de cette fille, je crois qu'elle s'appelait Bianca, donc qui est disparue, qui était portée disparue depuis l'année dernière. Et puis, il y a eu les confessions de son compagnon, donc qui est venu dire que, au départ, donc il a dit qu'il l'avait tué lui-même et puis qu'il l'a enterré. Au pied de la montagne, j'ai oublié quelle montagne c'était, enfin bref. Et puis par la suite, il vient dire non, finalement, c'était pas lui, c'était un chauffeur de taxi et quelqu'un d'autre. Bon, bref. Toujours est-il qu'il y a eu des aveux, effectivement, de l'un des deux protagonistes là. Et la journaliste qui a travaillé dessus, remonté l'histoire, donc est partie voir où elle habitait, sa dernière demeure, etc. Mais quand on voit toutes ces photos, quand elle m'avait envoyé donc du terrain, elle me dit regarde où Bianca habitait. Et quand tu vois tout cet état-là, et quand elle fait son enquête, elle me dit la fille, elle était malheureusement prise dans l'enfer de la drogue. Il y a une histoire de proxénétisme donc du compagnon. Et il y a un enfant en bas âge qui est décédé. Donc elle était maman de 2 enfants. Tu te dis mais c'était déjà des pièces de puzzle qu'on n'a pas vu et qui allait définitivement finir sur un drame, je veux dire, très jeune d'ailleurs, j'ai oublié l'âge, mais je ne sais plus si elle avait 26 ans ou 30 ans, mais enfin ma foi. Donc, si on ne part pas sur le terrain, on entend cette histoire-là, on se dit, bon, il y a une femme qui est morte, on ne sait pas en fait. Quand on va sur le terrain, on découvre, les gens parlent, les langues se délient. L'un des oncles l'a ramené là où Bianca habitait. Quand tu regardes l'état de cette maison-là, quand tu te rends compte qu'il y a un autre enfant qui était là, tu te dis, voilà. Et souvent c'est ça, hein, souvent c'est le cas pour les journalistes de faits divers. Je ne sais pas combien de fois les journalistes de faits divers, parce que je leur ai fait parler, bon, moi c'est une technique que j'ai tout le temps apprise de mes cours, etc. Quand un journaliste de faits divers sort du terrain, fais-le parler, parce qu'il va tout de suite te dire la nouvelle avant, etc., etc. Et donc, mais combien de fois, quand ils reviennent du terrain, quand je leur demande alors comment c'était, tout, etc., combien de fois ils me disent « Ah, je te connais, aujourd'hui, nous n'avons mangé pour ça du monde, aujourd'hui, nous avons donné du pain, tu connais, pas capable de chiniguer ces enfants-là, pas capable de faire ça et tout. » Et souvent, les faits divers donnent une autre image, en fait. C'est jamais des histoires isolées, en fin de compte. C'est jamais des histoires isolées. C'est des histoires qui nous montrent comment notre pays est, quels sont nos dysfonctionnements, quels sont nos signaux, à quoi est-ce qu'on doit faire attention. Et puis, comme je dis, qui nous confrontent nous-mêmes à nos histoires, à notre humanité, là d'où l'on vient, etc., etc. Donc, voilà. C'est bon. Merci. Quelqu'un d'autre? Question. Je voulais leur donner la chance de parler d'abord. Mais si on se partage Michaela, bien sûr, on a souvent tendance, quand on est dans les universités, à dire le fait divers, il y a le journalisme. Effectivement, il y a peut-être un regard, parfois un peu à distance, mais je suis bien consciente qu'effectivement, ce sont des faits qui existent et dont il faut rendre compte. Est-ce que dans le traitement
traitement des différents faits divers qui touchent différents groupes socio-économiques, parce que les crimes, les accidents arrivent dans tous les groupes de la société. Dans la société mauricienne, ce n'est pas juste un partage socio-économique, mais ça existe, et aussi ethnique, évidemment. Est-ce que parfois il n'y a pas une perception que les différents groupes socio-économiques ne sont pas nécessairement traités de la même manière? Parce qu'évidemment, un journaliste vient d'un milieu. Comment est-ce que vous surmontez ce fait que, effectivement, vous n'êtes pas nécessairement du même milieu que les victimes, que les protagonistes, les agresseurs, etc. C'est une première chose. Quand tu répondrais à une telle réflexion sur peut-être quand c'est dans ce milieu un peu niche, un peu, tu vois, est-ce qu'on les traite de la même manière? Est-ce qu'on leur donne la même photo? Est-ce qu'on fait le même espace? Est-ce qu'on rentre dans le même niveau de détail? Est-ce qu'on va chez ces personnes-là comme on va chez l'habitant à Flac? Ça, c'est une première chose. Deuxième, au vu de ce que tu as dit par rapport à la responsabilisation, qui est tout à fait normale et qu'on doit bien sûr congratuler, est-ce que tu constates une baisse dans le tirage, la circulation et le lectorat en conséquence de justement ce changement de ton et de niveau de détail par rapport à, bien sûr, les audiences aiment ce qui est trash quand ça touche aux autres. Quand il s'agit de ma famille, moi j'ai envie que ma famille soit étalée. Si demain il y a un crime, un accident, une maladie, chez moi, je n'ai pas tout nécessairement envie que les détails soient révélés comme ça, surtout quand c'est graphique. Allez, right, ok. Peut-être la première partie de la question, par exemple, nous avons eu le procès de Bernard Maigret là, qui touchait le crime de Vanessa Lagesse. À l'époque, nous, à 5+, on a fait exactement ce qu'on fait pour tous les faits divers. On était parti là-bas, on a interviewé sa sœur, Anne Rogers, etc. On avait eu les démarrés. Enfin bref, on a toujours eu ce traitement-là pour n'importe quel fait divers. Maintenant, il y a effectivement peut-être des personnes qui ne vont pas parler. Par exemple, je me souviens d'un grand avocat qui avait perdu, donc qui vient d'un autre milieu, je veux dire, sa fille dans un accident. Mais on l'avait appelé, on lui a demandé, etc. Mais il nous a dit, lui, il ne va pas commenter, mais ce qu'il nous a aussi dit, faites votre travail. Faites votre travail comme vous devez le faire, mais moi, je ne vais pas commenter. Et nous avons fait notre travail. Il n'y a pas de différent de traitement. Parfois, c'est plus difficile, effectivement, d'entrer, de percer. La semaine dernière, après le verdict de Maigret, par exemple, nous avions de bons contacts avec Martine Desmarais, etc. Mais elle n'a pas voulu nous parler la semaine dernière. Donc, peut-être qu'elle va parler cette semaine-ci, on ne sait pas, on va continuer à faire nos follow-up. Mais non, on ne s'arrête pas à la lisière de ça. C'est peut-être un peu plus difficile parce que souvent, peut-être ils vont nous dire légalement est-ce que c'est faisable ou ils vont brandir autre chose et tout, mais on va respecter. C'est comme l'habitant de Flac, l'habitant de Kieupip ou de Floréal est traité sur le pied d'égalité. Juste un petit commentaire. Est-ce que du coup, est-ce que c'est pas parce qu'ils ont une meilleure compréhension de ce qui peut découler de cette couverture et donc ils sont un peu plus cautieux, on va dire, par rapport à la personne qui n'a pas nécessairement ce même background, cette même éducation à l'image, à Media literacy. Oui. Bien sûr, c'est difficile à gérer, mais juste c'est une remarque que je voudrais faire. Oui, mais souvent aussi, même l'habitant de Flac, je veux dire, ou d'une autre région, 3 jours après, il peut prendre son téléphone pour nous dire de ne pas passer l'histoire. Alors qu'il a parlé, mais peut-être qu'entre-temps, il a eu, je ne sais pas, les conseils de quelqu'un d'autre, ou il a été plus avisé. Il nous est pas souvent, mais il nous est arrivé à vendredi après-midi que notre une, finalement, la personne ne parle plus. Rien que ce matin, donc parmi les histoires, je regardais ce matin avant de venir mon WhatsApp, parmi les histoires qui sont en concurrence pour la une de cette semaine-ci, je vois ce matin, il y a des hésitations de la part de quelqu'un qui, en début de semaine, était adamant à nous donner, à parler sur une affaire de fait divers. Mais on va respecter.
sa parole, comme on va respecter la parole des autres. Oui, sûrement, peut-être, il peut y avoir, hein, je ne dis pas le contraire. À l'époque, par exemple, pour interviewer Sandra O'Reilly, c'était pas facile au départ, c'était pas évident. Elle me disait tout le temps, on passe par mon avocate, qui était Pramila Patten, avec qui je discutais. Et puis par la suite, elle a accepté, donc parce que on avait établi ce qu'on allait parler à l'intérieur il y avait une démarche aussi, etc. Donc, oui, ça peut arriver, effectivement, que ça soit comme ça, mais comme je dis, et puis aujourd'hui, je ne sais pas, les gens sont très éclairés, hein, il ne faut pas penser qu'ils sont dans une vulnérabilité, qu'on le vole, etc. Ils sont plutôt... ils savent, comme je disais, l'histoire de la petite fille. La maman nous a appelé pour nous dire elle ne veut pas qu'on mette la photo de sa fille. Donc il y a une conscientisation, absolument. Maintenant, deuxième question. De toute manière, de manière générale, les tirages des journaux ont baissé post-Covid. Il y a eu un avant-Covid et il y a un après-Covid. Ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas dire qu'on est en super bonne santé, surtout nous, tirages papier. Mais ce n'est pas qu'une question de chiffre de vente ou de lectorat. Parce qu'il y a eu pendant Covid, toute cette gratuité de journaux qui circulent. Vous-même, vous avez ça sûrement chez vous. Moi, j'ai mon journal le dimanche matin, alors que j'ai flashé mon journal la veille à 21h30, fatiguée comme tout. Et le dimanche matin, à 7h, on m'envoie mon journal gratuitement. Comment? Je ne sais pas. Pourquoi aussi? Je ne sais pas, parce qu'on sait que j'ai fait le journal moi-même. C'est pas nécessaire de me l'envoyer, je veux dire. Mais donc, je ne pense pas que ça soit lié au fait qu'on soit moins scabreux, je veux dire. La baisse du tirage est dictée par le marché, par ce qui s'est passé pendant Covid. Parce que si quelqu'un a le journal sur son téléphone à 7h, 8h du matin, la personne ne va pas faire la démarche pour aller acheter le journal. Pourquoi est-ce qu'il ira acheter le journal? Donc, je pense que c'est dicté par rapport à ça. Et non pas parce que les gens qui nous lisent, souvent ils nous disent ils préfèrent lire les histoires de faits divers chez nous parce qu'ils savent comment nous écrivons. Il y a une manière de traiter l'information chez nous, il y a une manière de faire les faits divers, d'une mise en perspective où tout le temps on va à peu près donc se servir de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Donc je ne crois pas que ça soit parce qu'on est moins scabreux. Cela dit, comme je disais tout à l'heure, les faits divers pour 5+, ce ne sont que 4 pages sur 68, 72 pages. Donc les gens n'achètent pas nécessairement, obligatoirement, uniquement pour les faits divers. J'allais poser la question, est-ce que le fait divers fait vendre? C'est vrai que la une principale sera tout le temps dominée, mais vous allez voir, je ne sais pas si on a un journal, vous allez voir 5+, par exemple, que nous avons systématiquement une colonne où tout ce qui est traité sous le human angle sera là. Nous avons systématiquement en haut où tout ce qui est actualité, je veux dire politique, ou je ne sais pas, dernière intervention de Pravin Jugnauth, vendredi après-midi par exemple, samedi, sera tout le temps traité en haut. Ce n'est pas uniquement pour les faits divers. Après, bien sûr, c'est une question de goût. Il y a des gens qui achètent les journaux uniquement pour ça, qui lisent les journaux uniquement pour ça, tandis que d'autres, non. Il y a des gens qui ne lisent même pas les faits divers chez nous. Moi, j'ai rencontré des lecteurs qui m'ont dit qu'ils ne lisent pas les faits divers. Ils lisent la rubrique politique, ils lisent autre chose, mais ils ne lisent pas les faits divers. Donc, après, voilà, c'est un choix. Mais je ne crois pas nécessairement que parce qu'on est moins scabreux que les autres. Les unes de 5+ peuvent évoluer au fil du temps et pas être nécessairement que le focus sur les faits divers en sujet principal. C'est une évolution potentielle Dans le temps, quand 5+ avait commencé, au début, c'était pas les faits divers. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se souviennent. Donc, au début, c'était vraiment de grands human stories
où c'était l'époque où il y avait plein de mannequins qui débarquaient dans l'île, etc., etc. C'était un peu ça. Donc au fil du temps, ça a évolué. Mais c'est vrai que nous avons toujours choisi ce pilier de faits divers-là qui est notre une principale. Après, il y a eu des unes aux faits divers, hein, je veux dire, pour les jeux, pour une athlète qui se démarque, pour, je sais pas, un ségatier qui est décédé, enfin bref. Oui, il y a eu, mais bon, c'est vrai que ça a été exceptionnel. Peut-être, ça aurait pu être ça aurait pu être une réflexion, oui, peut-être. Les autres? Deux mois cette semaine-ci, là, les Maurice ont été touchés par le drame de cette fille qui est partie, on l'a trouvée ailleurs. Comment vous allez traiter ça? Parce que la maman est venue sur TikTok, je l'ai vu, elle a été sur les réseaux sociaux. Quand elle est arrivée dans le poste de police, sa photo a circulé sur presque tous les médias. Même le papa n'a pas eu le temps, j'ai vu une vidéo, et le papa n'a pas eu le temps de voir sa fille, on est venu que l'interroger pour demander comment vous sentez, comment on apprend de nouvelles. Comment vous... On a vu que c'est une histoire très délicate. Déjà, ça a commencé, tu me corriges si j'ai tort, j'ai pas l'impression que ça a débuté par les médias traditionnels. Non. Ça a démarré avec une histoire de missing. Oui, ça a démarré avec une histoire de missing. Mais aujourd'hui, je vois que les parents sont très précautionneux maintenant parce qu'ils ont vu, et c'est ça aussi le danger de ces plateformes qu'on appelle un peu journalistes citoyens, etc., etc. Parce que c'est vrai, au départ, il y a un drame, il y a une fille qui est portée disparue, donc la maman recherche, etc., etc. Mais on a vu tous les commentaires qui ont suivi par la suite quand on a pu retrouver la jeune fille. On a vu tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il me semble que l'Express d'hier on a parlé en affirmant que les parents ne veulent plus maintenant, ne veulent plus témoigner. Je crois que, et je peux comprendre ça parce qu'il faut protéger cette jeune fille. Elle n'a que 13 ans, qui est troublée par ce qui s'est passé, par ce qu'elle a subi. C'est une victime dont elle a été abusée, hein, cela dit, pour son âge, etc., etc. Donc, nous, comment est-ce qu'on va traiter? Si les parents ne nous parlent pas, nous n'aurons pas d'histoire, tout simplement. Donc, ou alors, ce sera que les faits de ce qui s'est passé. Parce que j'ai cru comprendre là que depuis hier, il y a une prise de conscience familiale de chez eux-mêmes. Et puis, je pense aussi qu'il y a une pression par là. Mais c'est en fonction aussi des commentaires sur les réseaux. Définitivement, absolument. Donc, et c'est ça aussi le danger, hein, c'est le revers de la médaille de l'exposition, peut-être sans réfléchir, peut-être sans appréhender. Je ne suis pas sûre que nous aurions exposé comme ça la photo de cette fille-là, même quand elle était dans la station, parce que c'est ça qui a suscité beaucoup de commentaires. Les gens disent « ouais, tu peux rier dans la station, etc. » et nanana. Enfin bref, donc et tout ça, ça nous confronte à notre responsabilité. Hein. Elle n'a que 13 ans, cette fille. Donc entre la protéger et le droit d'informer, le débat peut être ouvert. Même si au départ, c'est sa famille qui a alerté pour une bonne cause, je veux dire. La fille a disparu pendant 48 heures, c'est un peu normal d'essayer de trouver tous les moyens disponibles à notre... Ouais. Qui, parmi vous, qui pense qu'on aurait dû raconter cette histoire-là, revenir sur toute l'histoire? Les jeunes. Il faudrait revenir sur l'histoire. Depuis sa disparition jusqu'à... Moi, je pense que je vais dire comme si, genre, ils aident à redresser une image de la personne. Il faut parler de l'histoire et nous montrer comment la fille a été victime, en fait. Donc, je pense que c'est ça. Ouais. Ici? Ouais. Je crois que c'est pardon, je pense que c'est ce qu'a fait l'Express hier matin. Il me semble que ça a été sourcé police plutôt, donc c'était très source policière, donc en nous racontant exactement ce qui s'est passé, où est-ce qu'elle est partie, elle n'a pas vu son mec là parce que voilà, il était incarcéré, et refaire la route, enfin bref. Mais si on revient sur l'histoire, nous avons eu une grande discussion, je vois deux de mes journalistes qui sont là, on a eu une grande discussion au sein de la rédaction par rapport à cette histoire-là.
tous les jours, d'ailleurs depuis que ça a été annoncé. Et si on va dans le fond de cette histoire-là, il y a des choses qui ne sont pas trop claires et pas nettes. Et je pense, et ça m'amène à dire quelque chose d'autre. Est-ce que souvent, par exemple, on reçoit le police brief, on voit que une mère est partie à la station de police avec sa fille de 15 ans pour accuser un garçon de viol. Est-ce qu'il faudrait vraiment prêter grand cas à ça? C'est une grosse interrogation chez nous souvent, parce que derrière, il y a une autre histoire. Donc, la fille est souvent consentante, mais elle demeure une mineure. Certes, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Mais de l'autre côté, après avoir fugué pour quelques jours, elle revient chez elle et dit à sa maman qu'elle a été abusée. Donc, nous, quand on connaît l'histoire derrière, il y a quelque part une interrogation à avoir par rapport à ça. Donc, mais le fait demeure que la fille est une mineure, donc il y a un délit qui a été commis, etc. Comment traiter tout cela? Comment ne pas dire, au final, avec le témoignage souvent, la déposition du garçon vient dire que elle m'a dit qu'elle avait 18 ans. Donc, je suppose que dans le cas de cette fille-là, si on écoute la version du receveur, il viendra certainement dire que donc il a demandé, la fille a dit donc qu'il a 18 ans, qu'elle a 18 ans. Donc, est-ce que c'est forcément vrai? Des fois, on a vu que c'est vrai, des fois pas du tout. Donc, il y a tout cela dans le traitement du fait divers qui rentre en jeu. Ce n'est pas uniquement ce que la police nous envoie ou ce que la mère nous dit, ce qu'on voit sur le terrain. Derrière, il y a souvent une histoire. Une personne peut ne pas révéler la vérité sur le moment pour protéger sa peau. Comment est-ce que, journalistiquement, en tenant compte de tous ces boundaries, on vient exposer une information? Oui, c'est vrai qu'il y a une différence entre une fille de 13 ans et une fille de 17 ans, disons. Mais là, cette fille-là, elle a quand même 13 ans. Après, tu as peut-être raison que peut-être elle a menti sur son âge, mais ça, on ne sait pas, on ne peut pas savoir, on ne peut pas présumer de ça. Peut-être qu'elle paraît plus grande que son âge, mais en même temps, bon, tu vois que c'est pas une fille qui a plus de 16 ans. Je veux dire, le receveur, il a 43 ans. Je veux dire, pour moi, c'est clear cut case de l'abus. Même si par la suite on va peut-être découvrir que la fille elle était consentante, etc. Mais est-ce qu'on peut être consentante à 13 ans et c'est le même consentement à 17 ans? Enfin non, je ne crois pas. Enfin j'ai un fils de 13 ans chez moi, donc je me dis bon c'est ça au féminin là, 13 ans et c'est vrai que c'est difficile. Mais à mon avis, nous avons maintenant toutes ces lois qui protègent nos enfants et qu'on doit au contraire se servir de ça comme exemple pour décourager les autres présumés prédateurs, etc. Après, c'est aussi tricky dans le cadre, par exemple, on avait eu des mariages d'enfants. Donc, alors que là, c'était compliqué parce que bon, non seulement consentement, mais consentement des parents aussi. Et heureusement, par la suite, nous avons eu toutes ces lois qui ont été revues, réajustées, etc. Parce que là, c'est difficile, hein, un enfant de 14 ans, de 13 ans, marié, et elle disait qu'elle était mariée avec son consentement, elle était d'accord pour se marier, ses parents disent la même chose, enfin bref. Donc tout ça nous a heureusement ramené vers une réflexion où on a pu influer par la suite sur les lois, où les autorités ont été d'accord pour revoir les lois, etc. Après, dans ce cas précis, isolé, c'est vrai que moi, bon, j'ai pas de leçon, je parle de mon ressenti, de ce que j'ai vu, de ce que je comprends, de ce qui s'est passé. Donc, mais tu as raison de dire que c'est vrai, mais chez nous, ce genre de débat-là, ce que Jean-Luc dit là, ça peut ramener à 3 heures de débat. Et par la suite, aucune décision ne peut être prise. Souvent, nous avons des briefings comme ça, où à un moment donné, tu te dis, bon, ben, il faut trancher maintenant. Mais les opinions sont tellement difficiles, divergentes, chacun pense avec son vécu, son truc, son ressenti. Et parfois, les gens disent, tu penses trop, il faut y aller, tu as trop de valeurs, tu as trop de ça, etc., etc. Alors que peut-être, sûrement, peut-être, comme je dis, je viens d'une vieille école, mais je dis, en 13 ans, je fais la différence entre ce genre
Bien sûr. mineurs-là, 16 ans, 13 ans, enfin bref. Après, je ne sais pas quels sont vos sentiments, vous, donc... Mais pour moi, c'est un cas de figure où on l'a exposé dès le début et aujourd'hui, tout ça est comme une espèce de boomerang là, dans la figure de tout le monde. Et c'est le danger aussi des réseaux sociaux avec tous ces commentaires hostiles. Ouais. Tous ces commentaires hostiles. Dans le temps, on n'aurait pas eu ça parce qu'on n'avait pas tous ces... Mais justement, je pense que ce cas-là et tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un cas d'école, dans le sens où là, ce n'est pas la presse écrite qui en a parlé. Oui. La mère a fait un live sur une plateforme en ligne, et sur cette plateforme-là, justement, ça donne l'occasion aux gens de réagir instantanément. Absolument. Donc, à la seconde près, quand elle prononce un mot, il y a une réaction par rapport à ce mot, cette phrase qu'elle dit. Donc, je pense que ça aurait été autrement. C'était dans un journal, par exemple, ça aurait été épuré. Oui. Il y a des choses qu'on Absolument. n'aurait pas dit. Tout à fait. Et donc, la perception, l'opinion publique aurait été différente. Moi, j'ai eu des réactions des gens. Par exemple, en écoutant la mère, qui vient de dire que la mère n'est pas trop nette. Elle cache des choses. Elle sait des choses qu'elle ne veut pas révéler. Donc, il y a tout ça quand il y a une prise de parole. Il y a une interprétation de cette prise de parole. Absolument. Ce que la presse écrite ne peut pas permettre. Donc, parce qu'il y a quand même un exercice d'épuration, donc à la base, avant de venir avec un sujet. Absolument, oui, tout à Bien. fait. Et j'ai toujours appris, moi, que ce soit dans les faits divers ou dans les autres sujets, que l'information doit être contestataire. Donc, il faut toujours qu'on conteste parce que ce qu'on nous dit n'est pas la vérité, qu'il faut aller chercher, etc. Mais les gens réagissent là même pareil. Hein. Donc, ce qu'on leur dit là, ils disent « Ah, il y a eu quelque chose, ça. Pas vrai, ça. Ce qui est arrivé là, pas vrai. » Mais tu ne peux rien contre ça. Tu peux juste faire ton travail de journaliste et présenter les faits et tout. Mais maintenant, quand c'est sur les réseaux, quand la parole est libérée comme ça, tu n'as pas de contrôle. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas de contrôle. C'est pour ça que nous, toutes nos histoires que nous mettons, je veux dire, sur le web, et ce sont des histoires qui ont paru dans le journal où on sait que c'est de la responsabilité, c'est OK, tout est vérifié, tout est rigoureux et qu'on ne va exposer personne. Question? En parlant des réseaux sociaux, donc j'imagine que vous postez, enfin, je sais que vous postez vos articles en ligne sur les réseaux sociaux. Par rapport à la gestion des commentaires, justement, parce que Jean-Luc a bien souligné que ça peut aller dans tous les sens. Toi aussi, tu l'as dit, les gens réagissent au vif, peut-être sans avoir toutes les pièces du puzzle. Comment vous gérez ça à l'interne, sur la modération, sur la publication des commentaires? Est-ce qu'il y a des tendances qui s'affirment aussi? Et est-ce qu'il y aurait peut-être pas un papier à faire aussi sur la façon dont les gens aussi reçoivent l'information en ligne et leur propre responsabilisation en tant que public? Oui, peut-être il y aurait... Oui, peut-être qu'il y a un papier effectivement à faire. Nous, au niveau des commentaires, heureusement que, comme je dis, donc tout ce qui est publié, donc c'est des histoires qui ont été vérifiées, etc. et tout. Nous n'avons pas ces commentaires plutôt hostiles sur nos sujets, heureusement d'ailleurs. Donc, les gens réagissent plutôt de manière responsable, de manière sobre et en revanche, si nous voyons bien sûr qu'il y a des commentaires qui ne sont pas admis à ce moment-là, bien évidemment, on va les enlever de suite ou on va les masquer. Mais nous n'avons pas l'impression d'avoir, peut-être parce que nous sommes dans un journal traditionnel, plutôt traditionnel, ce n'est pas peut-être le fait de l'information quotidienne qui passe chaque heure, etc. etc. Nous, c'est vrai que c'est après l'apparition du journal que nous irons sur les réseaux, que nous mettrons nos journaux. Nous sommes moins connus aussi sur les réseaux que sur notre journal papier. Donc c'est ça en fait, oui. Vous n'avez pas cédé aux sirènes de la rapidité, de la viralité, de la course au like? Parce que c'est un gros travail, hein. C'est un travail en lui-même. Hein. Je disais longtemps à Jean-Luc, la radio, c'est un travail en lui-même. Moi, je ne pourrais pas faire ça, par exemple, la radio. Donc, c'est un travail en lui-même. Aujourd'hui, l'Internet, les réseaux, tout ça, ce sont des postes indépendants qui devraient être gérés par des personnes
qui sont formés, il y a une formation pour ça. Il faut savoir ce qu'on met sur les réseaux, il faut connaître les lois de la diffamation, il faut, enfin bref, l'équilibre du texte, etc. Et tout, c'est un travail en lui-même, c'est pas qu'on ne souhaite pas, mais c'est sans filet. Ça me demanderait beaucoup plus de ressources et d'énergie. Et pour l'heure, c'est vrai que notre principale préoccupation, c'est notre journal 5+, dimanche. Et on le fait avec, voilà, avec beaucoup de passion, d'amour même, je dirais, sans hésitation, enfin bref. Vous êtes très silencieux. Je vais briser le silence. Comment tu vois l'avenir pas celle de maintenant, l'avenir de 5+. On va dans quelle direction? On est déjà dans une pré-campagne. La semaine prochaine, on va monter dans une campagne électorale et ça va aller jusqu'à qu'on ait la date des élections. Et encore plus, comment ce futur s'annonce pour 5+? Nous avons beaucoup de challenges parce que nous n'avons pas beaucoup de publicité du gouvernement, par exemple. Aujourd'hui, post-Covid, ça devient bien difficile sur le plan du marketing. Donc, ce qu'on n'avait pas avant, on n'était pas vraiment confronté à ces difficultés-là avant Covid. Aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes confrontés à ces difficultés-là. Nous entendons, nous voyons, nous réagissons par rapport à ça. Maintenant, nous allons continuer, comme je dis, on ne va pas pour autant changer notre manière de faire, nous allons continuer. Éventuellement, comme vient de le dire Christina, peut-être on devrait, dans un avenir, j'espère plutôt lointain, basculer un peu plus sur le digital. Mais c'est vrai que nous n'avons pas encore pris bien cette démarche-là chez nous. Mais dans les élections, bon, je suis éditorialiste politique, hein, ça me passionne, je suis ça avec beaucoup d'intérêt. Nous avons tous les jours des dates différentes. Donc tous les matins, on se réveille, on a une autre date. C'était août, là j'entends septembre, avant c'était novembre. Enfin bref, au final, personne ne le sait. Donc on ne fait qu'attendre, on ne fait que mettre, on attend, on met en texte toutes les semaines. Moi, je fais mes analyses, les journalistes politiques font leur travail. Donc, on attend. Maintenant, est-ce qu'un changement de régime va libérer un peu tout ce qui est publicité gouvernementale? Je ne sais pas. Que ce soit ce régime-ci ou celui de l'ancien, nous avions toujours les mêmes problèmes avec les gouvernements. Hein. Le gouvernement travailliste nous mettait autant de bâtons dans les roues que ce gouvernement-là, au niveau de la publicité, j'entends, au niveau du marketing. Donc, nous allons devoir, sur cette toile de fond-là, continuer à faire notre chemin. Après, s'il y a une ligne gouvernementale qui serait moins sévère, que ce soit celui-là ou quelqu'un d'autre, bon, on serait peut-être un peu soulagé parce que c'est vrai que le manque à gagner au niveau des publicités gouvernementales pèse énormément sur nos budgets. Et ça, bon, je dois le porter sur mes épaules parce que c'est moi qui vais à chaque fois voir le CEO. C'est moi qui va appeler pour chaque semaine me dire les choses, on va dire. Moi, j'ai une question, justement, comme Jean-Claude disait, on rentre dans la période de la campagne électorale. Quelles considérations pour les unes? Est-ce que, alors que le pays est éminemment politique, cette période-là, est-ce qu'on décide toujours de mettre un fait divers en une ou alors on va avec le courant, donc dans une campagne électorale? C'est une question qui est tout le temps confrontée dans toutes les campagnes électorales. Donc, j'ai fait plusieurs campagnes électorales. À chaque fois, c'est une question qui est confrontée. Parfois, la politique va prendre le dessus. Mais le truc, c'est que notre électorat, à nous, 5+, ne nous attend pas nécessairement sur le terrain politique. Dans le passé, on l'a fait, et je me souviens bien des remarques dans le passé, donc qu'on ne s'attendait pas, que 5+ ne devrait pas faire une politique, genre on devrait laisser ça à l'Express. Mais parfois la politique peut aussi être un fait divers. Donc parfois la ligne est ténue. Donc ça peut aussi avoir des corrélations comme ça où on peut éventuellement build quelque chose ou trouver quelque chose qui se révèle. Donc, mais tout le monde en attend impatiemment les élections et voilà.
déjà en 2024, qu'est-ce que vous avez à dire sur le Freedom of Information Act? Qu'on n'a toujours pas, qui ne vient toujours pas, que malheureusement, qui sont dans tous les programmes, hein, que ce soit ce gouvernement-ci, que ce soit celui d'avant, ils ont tous promis. En fait, quand ils sont là, ils sont dans l'opposition, ils sont promis encore là, qu'ils vont venir faire, et tout, etc. À chaque fois qu'ils sont dans l'opposition, ils promettent. Mais après, on voit très bien ce qui se passe et on n'a pas. Mais ce ne devrait pas, c'est vrai que ça nous faciliterait le travail, mais ça ne devrait pas être un handicap parce que de tout temps, si on regarde notre histoire, on n'a jamais eu. On aurait eu, ça aurait été super bien, top, vraiment, parce que là, on aurait accès vraiment à des informations, on n'aurait pas à les supplier, à les demander, etc. Mais puisqu'on n'a pas, on doit travailler avec ce qu'on a, donc ce qu'on n'a pas aussi. Et les journalistes doivent continuer à faire leur travail, à chercher, à avoir des sources. C'est la base même de notre métier, avoir plusieurs sources et continuer à faire leur travail. Ce n'est pas ça qui va nous empêcher. Et puis, bon, le Freedom of Information Act, ce n'est pas que pour nous, hein, c'est aussi pour les citoyens, c'est la liberté d'information pour eux. Mais les gouvernements n'ont jamais compris ça. En fait, ils ont compris, mais seulement ils font semblant. Et qu'est-ce que tu veux? Donc, voilà. Ici. Non. On va peut-être round up. On est arrivé déjà à 11h30. Une dernière question. Aujourd'hui, pendant longtemps, ce genre journalistique a été appelé la rubrique des chiens écrasés. Donc, oui. C'est dire l'importance qu'on accordait à cette rubrique, ou alors c'est les personnes qui animaient cette rubrique. Aujourd'hui, donc, tu as un exemple on peut arriver aussi à une poste donc de responsabilité, même si on a fait les faits divers. Oui. Pas forcément qu'on est journaliste politique ou analyste pour devenir rédactrice en chef, mais tout à l'heure tu disais qu'on te regardait de haut. Est-ce qu'aujourd'hui, les faits divers, dans la manière de traiter, est-ce que ça a changé la perception de ce genre journalistique? C'est vrai que quand on parle de chiens écrasés, à l'époque, si on revient à la définition des faits divers de l'époque, donc c'était, c'est la rubrique des chiens écrasés parce qu'il n'y avait pas de définition. En fait, tout ce qui ne rentrait pas dans la rubrique politique, dans la rubrique société, dans la rubrique de la culture, etc., c'était un ensemble hétéroclite, donc entre chiens écrasés, drames, etc., entrait dans la rubrique faits divers. Or, aujourd'hui, on a bien dépassé les chiens écrasés. Hein. On est vraiment dans des drames humains, on est vraiment dans autre chose. Est-ce que ça a changé la perception? C'est ça ta question? Oui, ça a changé un peu la perception chez nous, la manière de traiter. Souvent, chez nous, et ça je rejoins un peu ce que tu disais, on nous dit parfois, mais vous êtes un peu prude. Hein? Je dis oui, on est prude avec responsabilité. Donc on prend nos responsabilités et on revendique ce journalisme-là. On va revendiquer ce journalisme responsable. Après, est-ce qu'il y a un avenir pour ça? Dans 15 ans, je ne sais pas. Mais oui, ça a changé un peu, effectivement, la perception. Me regarde peut-être pas trop de haut maintenant. Peut-être aussi parce que j'anime une rubrique politique. Peut-être que c'est ça aussi qui fait changer, je ne sais pas. Donc voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va terminer ici. Merci beaucoup, Michaela. Donc pour ce moment partagé avec nos jeunes et les journalistes. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce moment et donc voilà. Vous avez appris des choses surtout. Bonne continuation et à très bientôt. Merci.